Alors bonjour, aujourd'hui nous allons traiter donc dans le cycle marché public les pièces de la candidature, puisque si vous vous souvenez, donc dans la réponse à un marché public, vous avez des pièces qui sont propres à la candidature, qui servent à justifier des capacités techniques, professionnelles et financières du candidat. Donc c'est-à-dire est-ce que vous êtes apte suffisamment dimensionné pour absorber le marché public si vous êtes attributaire. Et puis d'un autre côté, vous avez les pièces de l'offre qui elles sont l'offre technique et financière, c'est-à-dire le cadre pour l'offre de prix, et le mémoire technique principalement, accompagné généralement d'un acte d'engagement qui constitue le contrat entre vous et l'acheteur public. Alors, dans les pièces de la candidature, nous allons traiter aujourd'hui donc les différents documents qui existent, et donc notamment les DC1, DC2 et DC4, donc qui sont les formulaires. Alors j'ai envie de vous dire les anciens formulaires, mais ils sont toujours d'actualité. D'ailleurs, on verra les dernières mises à jour qui datent de début avril 2019. Donc comment les récupérer, comment les compléter, vous les décryptez un petit peu. Et on verra aussi surtout le DUM. Le DUM, c'est le document unique de marché européen, qui est le nouveau formulaire de candidature. Et je vous montrerai donc effectivement comment le compléter et comment l'utiliser et le réutiliser, puisque c'est ça l'avantage du DUM. Nous parlerons des attestations qui vous sont demandées, à quel moment les demander et à quel moment les produire, comment les récupérer et quelles sont les attestations qui sont demandées. Et accessoirement, vous aurez la possibilité de rajouter des annexes à ces documents de candidature pour donner un côté un petit peu plus vendeur et commercial à votre candidature qui, elle, est quand même assez administrative. Alors, pour rappel, donc le contenu de la réponse. Vous avez, comme je vous l'ai dit juste avant, les pièces de la candidature et les pièces de l'offre. Dans les pièces de la candidature, aujourd'hui, vous avez le choix de faire soit un DC1 plus un DC2, ou un DUM, ou... Alors, le MPS, normalement, n'existe plus, donc je ne vous parlerai pas de MPS aujourd'hui. Et en annexe, vous avez la possibilité, c'est facultatif, mais je vous le conseille quand même vivement, de rajouter d'autres éléments comme notamment vos références, des attestations clients ou autres éléments à l'appui de vos capacités. Donc, vous ferez soit un DC1, DC2, soit un DUM, plus donc ces annexes donc, qui sont facultatives mais conseillées en tout cas pour ma part. Les pièces de l'offre donc seront les offres de prix, l'offre de prix, le mémoire technique, l'acte d'engagement, le cas échéant, le CCAP, CCTP accepté, et quand c'est une consultation avec visite, le bordereau de visite fera partie des pièces de l'offre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les pièces de la candidature, ce sont des pièces qui sont déclaratives, qui ne sont pas contractuelles. Alors évidemment, il ne s'agit pas de mentir sur les informations que vous allez produire dans cette candidature, mais ça sert surtout à rassurer l'acheteur et à valider qu'il peut tranquillement consulter votre offre, car si vous êtes attributaire, vous serez apte à réaliser le marché. C'est ça un petit peu l'enjeu, et surtout, ça ne mettra pas en péril votre société, puisque, évidemment, si vous allez chercher un marché qui est beaucoup trop gros pour vous, vous vous mettez en péril, il y a un risque que vous ne réalisiez pas la prestation jusqu'au bout, et bien entendu, il y a un risque du coup pour l'acheteur d'avoir un marché qui sera seulement partiellement effectué. Les pièces de l'offre sont distinctes puisqu'elles sont pour le coup contractuelles, et le fait de procéder comme cela, donc de bien distinguer la candidature et l'offre, vous permet d'avoir une vraie logique dans la présentation de votre réponse et de rendre votre proposition beaucoup plus lisible pour l'acheteur plutôt que d'avoir une somme d'informations mélangées dans un document ou dans deux documents. Donc là, prenez bien l'habitude, et en plus, pour les personnes qui font de la dématérialisation, enfin aujourd'hui tout le monde, c'est important puisque vous avez des plateformes de dématérialisation qui vont clairement distinguer la candidature et l'offre, donc il ne s'agit pas de mélanger les informations, sinon vous risqueriez de perdre encore une fois l'essence même de ce que vous écrivez, de ce que vous donnez comme information à l'acheteur. Donc là, on se concentre sur la candidature et on va regarder donc d'abord ces fameuses pièces administratives. Donc le DC1, c'est ce qu'on appelle la lettre de candidature. Dans la lettre de candidature, vous allez y indiquer sous quelle forme vous vous candidatez. Est-ce que vous êtes en candidat individuel? Est-ce que vous êtes en groupement d'entreprise? Quels sont le ou les lots sur lesquels vous vous positionnez? Quelles sont vos coordonnées? Donc je déclare que je suis candidat sur ce marché. C'est un petit peu ce que nous dit le DC1. Le DC2 donc, va être en complément du DC1. C'est un document qui nous sert à, normalement,
donner les informations sur nos capacités techniques, professionnelles et financières. Alors j'ai envie de vous dire juste financières. Vous verrez, je vais vous le montrer dans le DC2, en fait, à part le chiffre d'affaires, on va avoir du mal à mettre d'autres types d'informations. C'est pour cette raison que moi, je vous conseille de mettre en annexe de ce document, donc en complément de ce DC2, alors soit un dossier qui va présenter globalement votre entreprise en donnant quelques informations sur vos références, sur vos effectifs, sur vos moyens techniques, etc., mais d'une façon générale sur l'entreprise, pas que ce qui est propre au marché, soit vous annexerez à minima une liste de références et potentiellement des attestations de vos clients pour rassurer l'acheteur. Ensuite, nous avions avant un document qui s'appelait DC3 qui n'existe plus. Et maintenant, c'est un formulaire qui s'appelle ATRI 1. Donc l'ATRI 1, c'est une pièce, non pas de la candidature, mais c'est une pièce de l'offre qui vous sera transmise par l'acheteur. Et c'est ce qui remplace l'acte d'engagement. Je vous le montrerai vite fait si vous voulez, mais il n'y a pas de difficulté particulière là-dessus. Et en général, vous remplirez l'ATRI 1 au moment de l'attribution du marché. Et le DC4, si vous avez un sous-traitant, c'est la déclaration du sous-traitant avec sa demande d'agrément qui sera à remplir systématiquement si vous êtes amené à prendre un sous-traitant sur une partie de votre marché. Concernant les documents de notification, le Noti 2 n'existe plus, donc si dans un appel d'offres, on continue à vous demander un Noti 2, sachez que ça n'existe plus. Vous remplacerez tout simplement par la production de vos attestations fiscales et sociales. Et par contre, vous pourriez recevoir un Noti 1, donc ça c'est l'acheteur qui va vous l'envoyer, qui dit juste que vous êtes attributaire du marché et qui vous demande en général de renvoyer le cabis de moins de 3 mois, les attestations fiscales et sociales et une attestation sur l'honneur disant que vous respectez les règles du droit du travail, notamment concernant les effectifs de travailleurs handicapés. Alors, on va aller faire un petit tour sur ces DC1, DC2 et déjà, je vais vous montrer comment donc, on récupère ces formulaires. Alors, sur Internet, tout simplement, vous irez, donc surtout, je vous déconseille vivement de taper directement DC1 dans Google, car vous aurez des résultats qui ne seront pas forcément corrects dans le sens où vous aurez probablement des anciens formulaires. Donc là, ce que je vous conseille fortement, c'est de taper DAJ, Direction des Affaires Juridiques. C'est la plateforme sur laquelle vous allez toujours trouver les documents avec leur dernière mise à jour. Vous voyez que quand on a le résultat de DAJ, on a commande publique et on a même directement accès au formulaire. Alors, si on n'accède pas directement au formulaire, tout simplement, dans les onglets de commande publique, on voit ici qu'on peut accéder au formulaire et notamment au formulaire marché public. Quand on descend un petit peu, on voit qu'il y a la déclaration du candidat, donc les documents de candidature, DC, et c'est ici qu'on va pouvoir récupérer le DC1, le DC2 et le DC4, dernière mise à jour avec leur notice explicative. Alors moi, je vais vous les expliquer rapidement. Donc le DC1, donc vous pouvez les télécharger, donc c'est du document Word que vous allez ensuite remplir. Le DC1 donc se remplit de la façon suivante. Dans la case A, identification de l'acheteur, donc il faudra que vous repreniez un règlement de consultation à côté pour pouvoir copier-coller les différentes informations. Alors, identification de l'acheteur, vous regardez sur la page de garde du règlement de consultation et vous mettez les informations qui sont à votre disposition par l'acheteur, à savoir son nom, son adresse, vous aurez parfois son numéro de téléphone, parfois son adresse mail, tout ce qui vous est mis à disposition ou dans la première page présentation du pouvoir adjudicateur ou sur la page de garde, vous le copiez-collez ici. La case B donc, correspond à l'objet de la consultation, c'est-à-dire l'intitulé du marché, pareil que vous retrouverez en page de garde du règlement de consultation. Donc, sur la page de droite, objet de la candidature est présentée pour le marché public, pour les lots de la procédure ou pour tous les lots de la procédure ou pour le lot numérotant. Donc, si vous répondez à un appel d'offres sur lequel il n'y a pas de lot, c'est-à-dire que c'est un marché, on va dire, global, vous cocherez la première case et il n'y a rien à rajouter. Si c'est un marché public sur lequel il y a des lots, lot 1, lot 2, lot 3, les prestations sont divisées en lots et que vous décidez de vous positionner sur l'ensemble des lots, vous cocherez cette case-là. Et si vous vous positionnez seulement sur quelques lots et pas la totalité,
eh bien vous cocherez la 3e case et vous compléterez donc avec les numéros et les intitulés des lots. Il faut savoir que la candidature, quand vous répondez à un appel d'offres, elle sera faite en un seul exemplaire, quel que soit le nombre de lots. Seul le DC2, à la limite, pourrait être pluriel si vous voulez présenter des candidatures un peu ciblées par rapport à des lots très distincts. Mais en règle générale, donc on aura de toute façon un seul DC1 et on aura donc en théorie un seul DC2. En revanche, pour l'offre, si vous répondez à plusieurs lots, vous aurez autant d'offres de prix, autant de mémoire technique et autant d'actes d'engagement que vous aurez de lots, puisque les lots sont considérés comme des mini-marchés dans le marché. Alors, je continue sur la page suivante, présentation du candidat. Donc, c'est ici que vous allez préciser vos coordonnées. Si vous vous présentez seul, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en groupement d'entreprise, vous cocherez la case ici et vous remplissez les champs avec le nom de la société, l'adresse postale, l'adresse électronique, le téléphone et le SIRET. Si vous répondez avec des partenaires en groupement d'entreprise, vous cocherez ici cette case-là, vous préciserez la forme du groupement. Est-ce que c'est un groupement conjoint ou un groupement solidaire? Et si c'est un groupement conjoint, est-ce que le mandataire est solidaire? Mais ici, vous ne mettez pas les coordonnées du mandataire. C'est ici que vous allez préciser la composition du groupement. Alors, en règle générale, on commence par préciser les coordonnées du mandataire. Et ensuite, on mettra au fur et à mesure les coordonnées complètes, donc nom, adresse, téléphone, SIRET, mail, de l'ensemble des membres du groupement. Si vous répondez en groupement conjoint, il faudra ici que vous précisiez qui fait quoi, quelle est la répartition des prestations. En revanche, si vous répondez en groupement solidaire, ça n'est pas nécessaire puisque le groupement solidaire, en fait, mutualise les prestations sur l'ensemble des membres du groupement sans en préciser la répartition. Après, ça, c'est une organisation interne du groupement et ça ne regarde pas l'acheteur. Je passe sur la page suivante, exclusion de la procédure et capacité. Donc, exclusion de la procédure, le candidat individuel déclare sur l'honneur qu'il ne rentre dans aucun cas d'interdiction de soumissionner. Donc là, en fait, en cochant cette case-là, vous n'aurez pas besoin de produire une attestation sur l'honneur comme quoi vous n'avez pas été condamné pour fraude, pour non-déclaration fiscale, etc., etc. En fait, cette case-là remplace les déclarations sur l'honneur qu'on vous demande en règle générale. Il faut savoir que ce document a été mis à jour donc le 1er avril 2019 et fait bien référence au dernier texte en vigueur pour la commande publique. Si vous souhaitez mettre en lien de téléchargement éventuellement vos attestations fiscales, sociales ou autres documents attestant que vous n'êtes pas sous interdiction de soumissionner, vous pouvez éventuellement mettre en lien de téléchargement ici, donc via un coffre-fort électronique, l'accès à vos documents. Mais vous pouvez aussi les mettre en pièce jointe en PDF sur le dépôt de votre offre, ça n'est pas un souci. Case F3, en règle générale, vous allez toujours cocher la case de droite. On vous demande le candidat individuel ou les membres du groupement produisent aux fins de vérification d'exercer l'activité professionnelle, la capacité économique et financière, technique et professionnelle. Donc, on vous demande de produire des éléments. Donc, qu'est-ce que vous allez produire? Évidemment, vous produirez toujours les documents établissant ces capacités telles que demandées dans les documents de consultation. Donc là, dans le règlement de consultation, vous avez un chapitre document de la candidature et c'est là qu'on vous demande les éléments, les informations requises pour justifier de votre candidature. Et si vous produisez en complément un DC2, tout simplement, vous compléterez la case DC2. Donc en général, quand on fait un DC1, on fait un DC2. Et dans le cas où vous êtes mandataire, vous allez remplir donc ce dernier paragraphe, le paragraphe G, où vous allez préciser quelles sont les coordonnées complètes du mandataire, même si vous les avez déjà mis dans le tableau au-dessus. Le tableau, c'est juste un récapitulatif du montage du groupement. Et ici, donc, vous préciserez quelles sont les coordonnées complètes du mandataire. À savoir que le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d'habilitation précisant les conditions de cette habilitation. Alors, pour les marchés publics, on va dire classiques, vous n'avez pas besoin de produire au moment du dépôt de votre offre la preuve comme quoi le mandataire est habilité à signer pour l'ensemble des membres du groupement s'il est solidaire. Par contre, pour les marchés de public de défense et de sécurité, il faudra en complément que vous ajoutiez donc à votre offre
un document donc, qui s'appelle habilitation du mandataire, qui est un document sous forme libre, où chaque membre du groupement va co-signer, ou à la limite chaque membre du groupement va faire son propre document et va déclarer sur l'honneur qu'il donne habilitation au mandataire selon les coordonnées suivantes pour signer en son nom l'ensemble des pièces du marché au nom du groupement. Voilà, donc le DC1, il n'y a que ça à remplir, c'est pas très compliqué, il faut juste remplir les 2-3 éléments qui vous sont demandés. Alors, je vais passer maintenant sur le formulaire DC2. Donc, pareil, si vous avez un doute, n'hésitez pas à consulter la notice. Le formulaire DC2 donc n'est pas beaucoup plus compliqué. Après, l'inconvénient du formulaire DC2, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'informations qu'on va pouvoir mettre dedans. C'est pour ça que le DC2 tout seul, à mon sens, ne suffit pas. Il vous faudra le compléter avec des documents annexés. Cadre A, cadre B. Alors, je vais le mettre sur une seule page, ce sera peut-être plus facile. Voilà. Donc, cadre A et cadre B, c'est exactement pareil que sur le DC1. Identification de l'acheteur que vous reprenez sur la page de garde du règlement de consultation. Et cadre B, objet de la consultation, donc vous reprenez pareil, la même chose que ce que vous avez écrit dans le DC1. Alors, je ne vous ai pas effectivement dans le DC1 parlé du pied de page. Donc là, si vous arrivez à identifier sur le règlement de consultation que l'acheteur a donné un code, une référence à la consultation, à l'appel d'offres, alors souvent ça va être l'année et un numéro, en fait chaque acheteur a sa propre nomenclature, vous pouvez éventuellement rajouter un pied de page, vous double-cliquez et vous collez, donc ici vous inscrivez la référence de la consultation en pied de page. Bon, si vous ne le faites pas, c'est pas très grave. Surtout qu'aujourd'hui, on est en dématérialisation, donc il n'y a aucune chance qu'une page se perde et soit déconsolidée des autres. Mais c'est vrai que quand on était en version papier, c'était intéressant de relier les pages les unes aux autres. Alors, ensuite, le cadre C, pareil que dans le DC1, vous allez remettre donc les coordonnées complètes de l'entreprise, nom, adresse, téléphone, etc. La forme juridique. Vous allez préciser si l'entreprise candidate est une TPE, enfin une micro-entreprise, une petite ou une moyenne entreprise. Alors pour information, avant de vous emmener à chercher les recommandations de la Commission européenne, etc., sachez que la définition, c'est moins de 250 salariés et moins de 43 millions de résultats nets. Donc, je pense que globalement, vous aurez principalement des TPE, PME dans vos clients. Ou si même vous candidatez, vous êtes une TPE, PME. Donc là, vous mettez oui. Alors, en fait, à quoi sert cette information ? Alors, c'est surtout à des fins statistiques, mais également pour les marchés de défense et de sécurité. Aujourd'hui, il peut y avoir un droit de préférence quand vous êtes une TPE, PME. Quand ce sont des marchés de travaux, la retenue de garantie est diminuée à 3% au lieu de 5% si vous êtes une TPE, PME. De la même façon, il peut y avoir des avantages concernant les avances. Si vous avez une partie du marché, la partie du marché qui vous est attribuée qui fait au moins de 50 000 €, aujourd'hui, il y a une avance obligatoire qui doit être proposée qui fait au moins 5% du montant attribué. Et si vous êtes une TPE-PME aujourd'hui sur un marché de défense et de sécurité, cette avance doit être augmentée à 20%. Donc ça vaut le coup quand même de le préciser quand on est dans ce cas-là. Cas particulier des marchés publics réservés, ça ce n'est à remplir que quand quand l'entreprise candidate fait partie de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire, est-ce que c'est une entreprise adaptée, donc elle a dans ces cas-là un enregistrement au journal officiel en tant qu'entreprise adaptée, donc là vous cochez ici et vous joindrez éventuellement les éléments de preuve. Est-ce que c'est une entreprise dans un ESAT, une entreprise d'aide par le travail, donc qui embauche des personnes handicapées? Est-ce que c'est une entreprise de l'ESS au sens large du terme? Alors, quelle est la différence entre celle-ci et celle-ci, ou structure équivalence? Donc là, il faut être reconnu structure d'insertion par l'activité économique. Et là aussi, preuve de qualification d'entreprise sociale et solidaire. Par exemple, si vous êtes en SCOP, vous pouvez faire partie effectivement de ce cas-là. Alors que là, il faut que vous ayez quand même une reconnaissance de statut de structure d'insertion, même si vous n'êtes pas, à proprement dit, entreprise adaptée. Donc, si vous êtes dans ces cas-là, vous remplissez ces cases-là. Et si vous n'y êtes pas, tout simplement, vous passez cette page-là.
Le C ne concerne pas les marchés français. En fait, ces formulaires sont des formulaires qui sont adaptés à l'ensemble des marchés européens. Donc évidemment, dans certains cas, ça fonctionnera sur d'autres pays, mais en France, une liste officielle d'opérateurs économiques agréés n'existe pas, donc vous ne remplissez pas ici, ou au pire, vous mettez ici sans objet, donc ça ne se remplit pas. Concernant le cadre E, si vous êtes inscrit sur un registre professionnel, c'est-à-dire si vous avez une profession réglementée comme expert comptable, comme architecte, comme avocat ou autre qui vous impose d'avoir cet enregistrement pour pouvoir exercer votre profession, eh bien vous mettrez ici par exemple votre numéro d'enregistrement et en pièce jointe, vous rajouterez donc éventuellement l'élément de preuve de cet enregistrement. Ou vous pouvez les mettre aussi en lien de téléchargement si vous les avez stockés sur un coffre-fort électronique. Ça, c'est tout à fait possible. Cadre F, vous allez devoir indiquer ici les chiffres d'affaires des 3 derniers exercices disponibles. C'est-à-dire que si c'est une entreprise, un candidat qui a une entreprise créée depuis plus de 3 ans, eh bien là, il n'y a pas de souci, vous mettez les 3 derniers exercices disponibles. Si l'entreprise n'a pas 3 ans d'ancienneté, vous mettez les informations qui sont en votre possession et vous précisez ici la date de création de l'entreprise, c'est la raison et ce qui expliquera la raison pour laquelle vous n'avez pas les 3 derniers exercices. Après, il faudra, si vous êtes dans ce cas-là, quand même partir sur des marchés qui ne sont pas trop financièrement élevés, puisqu'effectivement, s'il n'y a pas suffisamment de recul au niveau de la solidité financière de l'entreprise, ça peut faire peur à l'acheteur et il pourrait ne pas vous permettre finalement de proposer une offre, il pourrait ne pas regarder votre offre s'il estime que le marché est trop gros pour vous tout simplement. Concernant la part du chiffre d'affaires concernant l'objet du marché, donc si demandé par l'acheteur, alors si c'est pas demandé, vous ne mettez pas, et si c'est demandé, c'est tout simplement si vous avez une activité multiple, par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc, par exemple, sur une entreprise de travaux, vous avez des sociétés qui font de l'électricité et de la climatisation, par exemple, chauffage et électricité. Eh bien, vous mettrez la part. Si c'est un marché d'électricité, vous mettez le pourcentage du chiffre d'affaires réalisé dans cette activité. Mais vous pouvez aussi mettre 100% en partant du principe que 100% de l'activité de l'entreprise concerne des marchés de travaux. Donc après, à vous de voir quelle information vous voulez communiquer à l'acheteur. De toute façon, ce n'est pas une information qui est spécifiquement regardée. Il regarde surtout le chiffre d'affaires et les références. Donc là, après, il n'y a pas de trop d'incidence. Autre information requise par l'acheteur au titre de la capacité financière et économique. Là, il faudra regarder dans le règlement de consultation. En complément de votre chiffre d'affaires, parfois un acheteur va pouvoir vous demander vos attestations d'assurance professionnelle. Donc, ce serait ici. Et là, en fait, tout simplement, vous allez lister ce qui vous est demandé par l'acheteur. Donc là, vous ferez un copier-coller du règlement de consultation. Donc, par exemple, assurance professionnelle. Et vous les joindrez soit en pièce jointe, soit ici, donc par un lien de téléchargement si vous les mettez encore une fois sur un coffre-fort numérique. Si l'entreprise qui candidate fait partie, répond à un marché de travaux, ici, vous cocherez la case disant que vous avez souscrit une assurance décennale et de la même façon, soit vous joignez le document de preuve, l'attestation, tout simplement, soit vous la mettez en lien de téléchargement. Ensuite, renseignements relatifs à la capacité technique et professionnelle. Alors, il faut savoir que la capacité technique et professionnelle, c'est tout simplement les références, les moyens humains et les moyens techniques. Donc, de la même façon, vous reprenez le règlement de consultation. Vous listez ici, par exemple, ce qui vous est demandé. Donc, vous écrivez référence, référence, moyens humains et moyens techniques. Et vous allez, en fait, c'est très difficile de compléter ici et de mettre ces informations en dessous. Ce ne sera pas très vendeur. Vous pouvez le faire, mais ce n'est pas très vendeur. Mais moi, je vous conseille de renvoyer, voir dossier de présentation, des capacités annexées. Et je vous montrerai tout à l'heure ce que j'entends par dossier de présentation des capacités.
ou voir document annexé, tout simplement, vous renvoyez donc à ce document. L'idée, c'est que vous donniez l'info, peu importe sa forme, l'idée, c'est que vous donniez l'information. Vous pouvez, de la même façon, ici, mettre un lien de téléchargement. Dans le cadre H, capacité des opérateurs économiques sur lequel le candidat s'appuie pour présenter sa candidature. Donc là, on est dans le cas où, alors on ne parle pas du co-traitant, on ne parle pas des sous-traitants. On est dans le cas où, pour justifier de votre solidité financière ou technique, vous allez vous appuyer sur les capacités d'un autre opérateur économique. Je m'explique. Vous faites partie, par exemple, d'une holding et vous venez juste de vous créer. Par contre, vous souhaitez justifier donc des capacités financières, vous appuyez sur les capacités financières de la maison mère. Et bien dans ces cas-là, vous mettrez ici la maison mère en justification des capacités et vous produirez à minima un document qui dit je justifie mettre à disposition du candidat mes capacités financières et donner des informations sur les capacités financières, bien entendu, de la holding. De la même façon, si vous avez sur un marché de fourniture des liens très particuliers avec un fournisseur qui vous permet d'avoir des avantages au niveau des délais de livraison, des choses comme ça, vous vous appuyez sur cet opérateur économique pour justifier donc de vos capacités professionnelles, par exemple. Donc ça, c'est un cas qu'on remplira rarement. Et ensuite, renseignements spécifiques au marché de défense et sécurité. Donc, si c'est un marché de défense et de sécurité, eh bien ici, vous mettrez la nationalité du candidat. Sinon, vous mettez sans objet ou au pire, vous mettez le candidat est de nationalité française. Si c'est le cas, il n'y a pas de souci. Voilà. Et le DC2, donc pareil, version mise à jour 1er avril 2019. Le DC2 est complet et n'oubliez pas que éventuellement, il faudra le compléter avec un document annexé que j'appelle moi dossier de présentation des capacités, mais qui peut s'appeler d'une toute autre façon puisque c'est votre propre document qui est complètement sous forme libre. Alors, je vais vous montrer aussi le remplissage du DC4 qui sera à remplir bien sûr uniquement en cas de déclaration de sous-traitance. Ce document DC4 peut être rempli au moment du dépôt de l'offre. Mais il peut être rempli aussi à tout moment dans le cadre de l'exécution du marché, avant bien entendu que le sous-traitant exécute sa prestation. Alors, ce document a la particularité généralement d'être rempli par le titulaire du marché ou par celui qui candidate, mais il doit être co-signé par le sous-traitant. Alors, de la même façon, désignation de l'acheteur, on est toujours dans la même chose. Donc, vous prenez ce qu'il y a dans l'avis d'appel à concurrence ou sur le règlement de consultation. Personne habilitée à donner les renseignements prévus dans le code de la commande publique. Alors, en général, c'est le maire quand c'est une mairie ou la personne responsable. Si vous avez l'information dans l'avis d'appel à concurrence, vous le mettez. Si vous ne l'avez pas, mais vous ne complétez pas, ça n'est pas très grave non plus. Objet du marché, copier-coller, donc bien sûr de l'intitulé du marché. Alors, ici, vous avez trois cas. Soit c'est un document que vous joignez à votre offre, et auquel cas c'est une annexe indissociable de votre offre, et si vous êtes attributaire, ça engendrera forcément l'acceptation du sous-traitant. Deuxième cas, vous êtes déjà titulaire du marché et vous souhaitez déclarer un sous-traitant en cours de marché, donc c'est un acte spécial portant acceptation du sous-traitant. Troisième cas, c'est un acte modificatif. Vous avez déjà fait une déclaration de sous-traitance et en cours de marché, vous souhaitez la modifier parce que vous changez de sous-traitant, parce que vous modifiez le montant ou autre modification. Et dans ces cas-là, donc on sera là-dessus et vous allez remplacer le contrat de sous-traitance de telle date. Ici, ce sont les coordonnées complètes de celui qui va déclarer le sous-traitant avec sa forme juridique. Et le cas échéant, donc si c'est un groupement d'entreprises, il faudra mettre ici les coordonnées du mandataire puisque c'est le mandataire qui reste le référent du marché et c'est lui qui en théorie déclare le sous-traitant. Donc là vous mettez et le nom de l'entreprise qui sera donneur d'ordre direct du sous-traitant et le nom du mandataire. Ici on complète toutes les coordonnées du sous-traitant avec sa forme juridique et le nom du dirigeant qui a pouvoir d'engager la société.
Est-ce que le sous-traitant est une micro, une petite, une moyenne entreprise? Donc même réponse que tout à l'heure dans le DC2 vous concernant, et même condition. Hein, le sous-traitant a également droit à une avance forfaitaire, donc c'est pour ça que c'est important de le mettre. Et donc pour les marchés de défense et sécurité, est-ce que le sous-traitant est lié au titulaire d'une façon ou d'une autre? Donc bon, en général c'est non, mais ça dépend. Ça peut être effectivement une deuxième entreprise qui a le même gérant. Donc là il faudra le préciser. Si c'est pas un marché de défense et sécurité, ce sera pas nécessaire de le compléter. Nature des prestations sous-traitées, donc je vais sous-traiter par exemple la partie pose des menuiseries, je vais sous-traiter la partie études prévisionnelles, enfin peu importe. Et ici vous allez mettre donc en dessous vous mettrez les montants. Avant, il faudra donner des informations concernant le traitement des données à caractère personnel. Ça c'est un chapitre qui a été rajouté il y a quelques mois dans le cadre de la loi RGPD. Donc, il y a des marchés qui seront plus ou moins concernés par cela, mais l'idée, c'est bien d'attester que le sous-traitant va respecter le traitement des données à caractère personnel et le cas échéant, donc les détruire une fois qu'il n'y en aura plus l'utilité. Puisque c'est une obligation, hein, quand vous travaillez pour la commande publique, vous êtes obligé d'avoir mis en place un registre, d'avoir nommé une personne qui sera responsable du traitement des données. Et ici, donc, il faudra compléter comme vous pouvez. Alors, je sais que c'est pour une petite structure, c'est difficile, mais il faudra essayer de réfléchir sur chaque marché, quelles sont les données qui seront récupérées et à quelle fin aussi. Alors, donc ici, on va mettre les montants maximum. Alors, c'est là où c'est important, c'est que ici, en fait, on parle de montants maximum qui seront attribués aux sous-traitants. Donc, si vous savez que vous allez sous-traiter entre 5 et 8 000 euros, j'en sais rien, éventuellement, mettez 8 000. Vous pourrez toujours sous-traiter moins, c'est pas un souci. Par contre, si vous mettez 5 000 et qu'à un moment donné, les 5 000 sont dépassés, vous serez obligé de faire une déclaration modificative. Donc, je vous conseille de partir sur la fourchette haute et ensuite, au fur et à mesure, de toute façon, les demandes de paiement donc, seront libérées après acceptation du titulaire. Car dans un marché public, le sous-traitant a droit au paiement direct. Donc, le sous-traitant va faire une facture au titulaire du marché, mais le titulaire du marché va envoyer donc sa facture en précisant donc sur un document qui s'appelle attestation de paiement ou en joignant la copie de la facture du sous-traitant, en précisant sur sa propre facture que sur les 20 000 euros, il faudra payer 3 000 au sous-traitant et 17 000 donc à lui-même. Donc ça, c'est important. Donc là, vous mettez le montant maximum, le hors-taxe. Dans certains cas, il y a des marchés qui sont soumis à l'autoliquidation de TVA, donc ça concerne certains marchés de travaux, certaines prestations, et dans ces cas-là, le sous-traitant fera une facture sans TVA, et c'est le titulaire du marché qui supportera la totalité de la TVA. Donc vous préciserez éventuellement quelle est la part du marché concernée par cette autoliquidation. Modalité de variation des prix, en fait, vous sachez que le contrat qui lie le sous-traitant et le titulaire du marché est différent du contrat qui lie le titulaire du marché avec le maître d'ouvrage, avec l'acheteur en fait. Donc vous pouvez tout à fait prévoir en tant que titulaire du marché des variations de prix différentes avec votre sous-traitant. Après ça sous-entend qu'il faut bien maîtriser le mécanisme des variations de prix. Ce que je conseille en général, c'est d'écrire selon conditions du marché initial. Parce que comme ça, vous appliquez les conditions du marché qui vous lient avec l'acheteur au sous-traitant, c'est beaucoup plus simple, mais vous avez la possibilité d'y déroger, il n'y a pas de souci. Le titulaire déclare que son sous-traitant remplit les conditions pour avoir droit au paiement direct. 2 conditions accumulées. Il faut que le sous-traitant soit déjà un sous-traitant de premier rang, c'est-à-dire sous-traitant direct du titulaire du marché, et que le montant qui lui est sous-traité fasse au moins 600 euros TTC. Donc dans ces cas-là, vous cochez oui, et le sous-traitant donc sera payé directement, donc recevra directement les fonds. Vous ne ferez pas, l'argent ne transitera pas par le compte du titulaire du marché. Du coup, évidemment, il faut préciser quelles sont les coordonnées bancaires du sous-traitant. Et est-ce que le sous-traitant souhaite bénéficier de l'avance? Oui ou non, ça c'est dans le cas où la part qui est sous-traitée atteint ou dépasse 50 000 euros hors taxe. Concernant les capacités du sous-traitant,
il va falloir quand même produire un certain nombre d'informations pour le sous-traitant, pour rassurer l'acheteur. Donc là, en général, vous allez mettre à minima ses références, vous allez mettre, si c'est nécessaire, donc son affiliation à un organisme professionnel si c'est une activité réglementée. Donc vous allez essayer de mettre quelques informations ici. Donc soit vous les mettez directement dans ce cadre-là, soit de la même façon, vous rajoutez donc une annexe avec quelques éléments qui vont permettre de rassurer l'acheteur. Ça peut être un CV, ça peut être ce que vous voulez, ça va dépendre du secteur d'activité bien sûr concerné par l'acte de sous-traitance. Déclaration sur l'honneur comme quoi le sous-traitant n'entre dans aucun cas d'interdiction de soumissionner, et ça c'est comme dans le DC1, en cochant cette case, ça atteste qu'il n'a été condamné pour rien sur ces 5 dernières années. Le cadre K, c'est dans le cas où vous souhaitez, vous, en tant que titulaire du marché, où vous avez cédé une partie de vos créances à un organisme financier, et comme le sous-traitant donc est payé directement par l'acheteur, il est évident qu'on vous demande au moment de déclarer le sous-traitant en cours de marché, hein, bien sûr. Donc là, c'est pour ça que c'est un acte spécial. En fait, si vous présentez un acte au moment du dépôt de l'offre, cette partie-là ne sera bien sûr pas à remplir. Par contre, si c'est en cours de marché, il faut que vous puissiez prouver que vous n'avez pas déjà cédé une partie de la créance. Donc en général, on va vous demander de produire tout simplement l'acte d'engagement vierge, puisque quand vous allez céder votre créance à la banque sur un marché public, il y aura une annotation qui sera faite sur l'acte d'engagement. Donc si vous produisez une copie de l'acte d'engagement vierge, ça sous-entend que vous êtes titulaire de la totalité de la créance. Car si vous avez déjà vendu la créance à un organisme financier, il est évident que l'acheteur ne pourra pas payer et l'organisme financier et le sous-traitant, donc vous devez justifier d'être encore propriétaire de cette créance. Et ensuite, les deux parties vont devoir signer, le titulaire ou le soumissionnaire si c'est en cours de réponse, et le sous-traitant donc devront signer. Et ensuite, l'acheteur va contre-signer ce DC4 quand il va accepter le sous-traitant, ou s'il ne le fait pas, le simple fait d'accepter donc le marché vaut acceptation du sous-traitant. Voilà pour les formulaires DC, donc si vous décidez d'utiliser donc le DC1, DC2 pour votre candidature. Ensuite, donc, il y a une autre solution, c'est de remplir le DUM. Alors ici, donc, vous aurez accès directement donc, au site chorus-pro.gouv.fr qui vous permettra de remplir le DUM. Alors, là, j'ai mis attention par frilosité, les acheteurs pourraient vous demander des documents complémentaires. Le DUM, en fait, a pour vocation donc, de remplacer complètement le DC1, DC2, et le DUM, donc document unique de marché européen, a pour avantage d'être le même document que vous allez produire, quel que soit le pays dans lequel vous candidatez. L'autre avantage du DUM, c'est qu'il est censé être un document déclaratif. Donc normalement, quand vous allez présenter un DUM, vous ne présenterez pas vos éléments de preuve, c'est-à-dire que vous allez juste remplir le DUM. Vous ne mettez pas vos attestations fiscales et sociales, bien sûr. Vous ne mettez pas vos attestations d'assurance. Vous ne mettez pas vos attestations, vos certificats professionnels, etc. Tout ça, en fait, vous sera demandé au moment de l'attribution du marché. Mais, c'est vrai que souvent, par frilosité, les acheteurs vont vous demander un DUM plus les éléments de preuve. Donc, bon, comme de toute façon, aujourd'hui, on est en démat et que c'est assez simple de mettre un fichier PDF dans sa réponse, c'est vrai que on va vous conseiller souvent de mettre, si vous utilisez un DUM, de mettre quand même certains éléments de preuve. Par contre, on est bien d'accord, si vous utilisez un DUM, ce sera un DUM ou un DC1, DC2, mais pas les deux de façon certaine. Alors, en cliquant sur le lien, ou pas, donc là vous allez pousser. En cliquant sur le lien, donc vous allez pouvoir arriver directement sur l'espace qui va vous permettre de remplir votre DUM. Là, l'autre avantage du DUM, c'est que vous allez pouvoir le faire une première fois et ensuite vous pourrez systématiquement récupérer le même document sur l'ensemble des consultations. Donc, en fait, ça va être un véritable gain de temps. Alors, quand vous arrivez sur cet espace-là, vous allez vous connecter, bien sûr, comme une entreprise. Et la première fois, vous allez créer un DUM. Fusionner deux DUM, répondre à un DUM, ça, vous n'allez pas les utiliser puisque souvent, ce sont des choses qui seront déjà intégrées sur les plateformes de dématérialisation.
Mais en revanche, si la plateforme sur laquelle vous êtes en train de répondre n'a pas intégré répondre à un DUM et que vous voulez faire votre propre DUM, bah vous allez d'abord créer votre DUM et ensuite, la fois d'après, vous allez réutiliser le DUM. Je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, la première fois qu'on répond, donc on va créer un DUM et il faudra créer le DUM en renseignant son code SIRET. Alors, 855 000 23. Donc là, en mettant votre SIRET, ça va vous permettre de pré-remplir un certain nombre d'informations dans le formulaire. Alors, sur la première page qui va nous être affichée, ce sont les informations qui concernent l'acheteur. C'est un peu le pendant de la première page des 2 premières cases du DC1 et DC2, où on nous demande quel est le nom de l'acheteur. Alors, quel est son SIRET? Si vous l'avez, vous le mettez. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Alors, hop. Ensuite, vous allez compléter quel est le type de procédure. Est-ce que c'est une procédure adaptée, un appel d'offres ouvert ou autre? Est-ce que c'est un marché de services? Est-ce que c'est un marché de travaux ou de fournitures? Et est-ce que c'est un marché forfaitaire ou un accord cadre? En général, vous allez remplir principalement soit celui-ci, soit l'accord cadre. Le marché de partenariat, c'est des contrats publics-privés, c'est quand même des grosses structures qui vont répondre à ce genre de marché. Les marchés subséquents, ce sont des marchés qui découlent d'un accord cadre, donc souvent il n'y a pas besoin de mettre un DUM. Et le marché réservé, c'est un marché qui est réservé à une certaine catégorie d'entreprises, donc marché souvent des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Référence de la consultation, bah, ça va être ce que vous allez trouver dans le règlement de consultation ou dans l'avis d'appel à concurrence. Donc si vous l'avez, vous le mettez, et si vous ne l'avez pas, bah, c'est pas grave, vous mettez rien. Alors, marché test, mois de mai, par exemple. Donc là, brève description du marché, donc titre, c'est l'intitulé du marché que vous trouverez sur le règlement de la consultation. Et brève description, c'est pareil, dans le règlement de consultation ou dans l'avis d'appel à concurrence, vous mettrez, vous trouverez des informations. Et si vous ne les trouvez pas, ce n'est pas grave, vous ne les mettez pas. Le tout, c'est qu'on sache de quel marché on parle sur cette partie-là. Alors, vous aurez peut-être compris que si vous voulez réutiliser ensuite votre formulaire DUM, cette partie-là, il faudra bien sûr toujours la modifier, puisqu'elle est propre à chaque marché. En revanche, tout le reste, tout ce que vous allez compléter, ce ne sera pas nécessaire, puisque, alors à moins qu'il y ait des informations qui évoluent, hein, bien entendu, mais a priori, il n'y aura pas besoin de remplir quoi que ce soit d'autre. Alors, comme j'ai mis le SIRET de ma société, donc au moment de remplir, j'ai ici l'ensemble des informations. Le nom, le numéro de TVA, le SIRET, l'adresse, etc. J'ai même le nom du gérant qui apparaît. Je peux, si je le souhaite, compléter avec mon numéro de téléphone. Ça n'est pas obligatoire, mais c'est possible. Je peux compléter avec mon mail, je peux compléter avec l'adresse web de la société. Ensuite, là, vous allez reconnaître des questions qu'on a déjà vues dans le DC2, notamment. Est-ce que vous êtes une micro, une petite, une moyenne entreprise? Donc, oui ou non. Est-ce que vous êtes dans le cadre d'un marché réservé? Est-ce que vous êtes une entreprise de l'ESS? Oui ou non. Si ce n'est pas le cas, vous mettez non, bien sûr. Est-ce que vous êtes inscrit sur une liste officielle d'opérateurs économiques? On l'a vu dans le DC2, ça ne nous concerne pas, donc on laisse tomber. Serez-vous en mesure de fournir un certificat justifiant du paiement des cotisations de sécurité sociale et impôts? Là, bien sûr, vous allez répondre oui. Vous pouvez éventuellement mettre ici le lien de téléchargement vers vos attestations, mais ça n'est pas obligatoire, puisque dans le cadre du DUM, les acheteurs, pour la plupart, auront la possibilité d'aller récupérer directement vos attestations fiscales et sociales sur les plateformes qui sont mises à leur disposition par les organismes fiscaux et sociaux. Donc là, il n'y a pas d'obligation, vous vous contentez de répondre oui et ça suffira. Si vous répondez à la candidature en groupement, vous allez ici mettre oui et mettre les informations donc sur la forme du groupement, enfin les partenaires du groupement. Et ce qui est important, c'est que chaque membre du groupement devra remplir son propre DUM. Ce que j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure sur le DC1, DC2, si vous êtes en groupement, il n'y aura qu'un seul DC1 de rempli. Par contre, il y aura autant de DC2 que de membres du groupement pour justifier les capacités techniques, professionnelles et financières de chacun. Ici, donc, vous allez préciser le ou les lots, le cas échéant, sur lequel la candidature est présentée. Sur la page suivante, la plupart des choses sont déjà renseignées. Le nom du dirigeant, son prénom, sa date de naissance. Le lieu de naissance n'est pas forcément précisé
jamais d'ailleurs, hein. Et donc du coup vous allez pouvoir le compléter. L'adresse, c'est l'adresse professionnelle bien entendu, et vous pouvez compléter éventuellement avec le mail, etc. La fonction est complétée, la forme juridique non, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois ça n'est pas mis, donc vous le complétez. De toute façon, si vous le faites une fois, il n'y aura pas besoin de le refaire après. Même question que dans le DC2, est-ce que vous allez faire appel à d'autres entités pour justifier de vos capacités techniques, professionnelles et financières? Oui ou non? Et est-ce que vous allez avoir des sous-traitants? Si vous mettez oui, vous mettez ici les coordonnées de votre sous-traitant et vous joignez un DC4. Par contre, votre sous-traitant ne va pas remplir de DUM, puisque le DUM, c'est uniquement pour les sociétés qui sont en contrat direct avec l'acheteur. Alors, sur la page d'après, c'est la même chose que la petite case qu'on coche sur le DC1. Est-ce que je justifie de ne rentrer dans aucun cas d'interdiction de soumissionner? Donc là, je fais rien du tout, c'est déjà coché oui. Et en cliquant sur suivant, j'atteste que je suis à jour de mes cotisations fiscales sociales, que je n'ai pas été condamnée, que je peux bien candidater à un marché public. Et sur la page suivante, c'est ici que vous allez devoir déclarer d'un certain nombre de choses qui vont justifier de vos aptitudes à répondre au marché en termes professionnels, techniques et financiers. Est-ce que vous êtes inscrit sur un registre professionnel pertinent? Donc là, c'est dans le cas où vous êtes sur une profession réglementée, oui ou non, et vous verrez qu'en fait, c'est juste la question oui ou non. Vous n'avez pas besoin d'expliquer quel est le registre. On vous demandera donc au moment de l'attribution du marché. Est-ce que vous êtes inscrit donc sur le registre du commerce? Oui ou non, et on vous demandera le cabis au moment de l'attribution du marché. Pour certains marchés, donc il y a des questions qui vont vous concerner, d'autres non. Pour les marchés de services, nécessité d'obtenir Donc là, en fait, il y a des questions qui vont apparaître ou pas en fonction de la catégorie de marché que vous aurez choisi dès le départ. Moi, ici, j'ai choisi marché de services. Si j'avais choisi marché de travaux, j'aurais des questions qui sont propres au marché de travaux. Donc, il faudra effectivement donc répondre à chaque marché. Nécessité d'obtenir une autorisation spécifique? Non, ou oui, ça dépend des cas. Il y a des cas sur lesquels il faudra justifier d'une habilitation particulière pour exercer ce type de marché. Je pense par exemple service de vidéosurveillance de gardiennage. Vous êtes obligé d'être inscrit donc sur un registre national d'agents de surveillance. Enfin, je n'ai plus exactement le nom, mais ça fait partie des obligations. Pour les marchés de services, nécessité de disposer d'un statut de membre d'une organisation spécifique. Ça, c'est quand vous êtes obligé d'être inscrit à l'ordre des architectes, à l'ordre des avocats ou autres. Donc là, oui ou non. Et vous produirez donc cette habilitation après. Et juste, vous direz inscription à l'ordre des avocats, inscription à l'ordre des architectes ou des experts comptables, par exemple. Chiffre d'affaires annuel. Donc, il va être en général pré-rempli. Donc là, sur les derniers exercices. Si ce n'est pas le cas, vous les complétez et vous les modifiez le cas échéant s'ils sont erronés. Et n'oubliez pas donc de modifier les dates d'exercice également. Chiffre d'affaires annuel moyen. Donc là, en fait, vous prenez les 3 dernières années et vous les divisez donc par le nombre d'années. C'est pour savoir quelle est la moyenne de votre chiffre d'affaires, tout simplement. 3 dernières années, bien entendu, si vous avez les 3 derniers exercices disponibles. Et si c'en est que 2, vous divisez par 2, tout simplement. Chiffre d'affaires annuel dans le domaine d'activité, on rejoint la même phrase, la même information que le pourcentage qui vous était demandé dans le tableau du DC2, sauf que là, en fait, on ne s'exprime pas en pourcentage, on s'exprime en montant. Donc, soit vous le complétez si ça vous est demandé, soit vous ne le complétez pas, mais si vous complétez, faites bien attention, puisque là, effectivement, les exercices sont erronés, donc il faudra bien les compléter correctement. Donc, chiffre d'affaires annuel moyen dans l'activité. Et si vous avez donc moins de 3 ans d'ancienneté, vous mettrez la date de création de l'opérateur économique. Ratio financier, alors ça c'est une information, si vous l'avez, vous pouvez la mettre. En général, le ratio le plus fréquent, c'est l'actif sur le passif qui correspond à la capacité d'autofinancement de l'entreprise. Je ne suis pas sûre qu'en France, beaucoup d'acheteurs fassent attention à cette information. Donc, si vous ne la mettez pas, ce n'est pas très grave. Si vous l'avez, vous la mettez. Si vous voulez mettre un autre ratio, vous pouvez le faire. Il faut juste, ici, vous mettez donc la référence et vous décrirez à quoi ça correspond. Mais il n'y a pas d'enjeu particulier là-dessus. Il faudra ici mettre le montant couvert par l'assurance professionnelle
et vous produirez donc l'attestation d'assurance au moment de l'attribution du marché ou si vous voulez, donc en pièce jointe à votre DUM dans le dossier de candidature. Donc là, ce sont les mêmes questions que dans le DC2. Décrivez donc les principaux services fournis. Donc là, vous pouvez mettre dans le DUM directement vos références. Alors c'est pour ça que l'annexe dont je vous parlais tout à l'heure avec le DUM n'est pas forcément indispensable. Ça dépend la forme que vous voulez donner à votre candidature. Si par exemple, vous avez une profession sur lesquelles les références sont intéressantes avec des photos, photos de réalisation, évidemment, là, vous ne pourrez pas mettre de photos. Vous pourrez mettre uniquement des informations écrites. Donc peut-être que ça peut justifier de compléter votre candidature avec un document annexé qui donnera un peu plus d'infos. Mais vous pourrez vous contenter de mettre seulement un DUM si vous remplissez donc tous les cadres. Et vous pouvez bien sûr rajouter autant de marchés que vous le souhaitez. Est-ce que vous allez faire appel à des organismes de contrôle qualité? Donc là, je ne sais pas, selon les métiers, selon les marchés, vous aurez besoin de faire appel à des organismes de contrôle. Donc là, vous ne remplissez que sur les questions qui vous concernent, bien entendu. Donc la chaîne d'approvisionnement, ça c'est plus sur les marchés de fourniture, hein, bien entendu. Est-ce que vous autorisez à faire réaliser les contrôles sur la chaîne d'approvisionnement ou sur la chaîne de fabrication? Donc vous ne remplissez que si vous êtes concerné. Les titres d'études détenus par le prestataire de service ou son personnel d'encadrement, donc là vous mettrez tout ce qui est diplôme, CACES, habilitation, tout ce qui est détenu donc, par l'entreprise et son personnel. Ici vous mettrez, alors il faudra modifier effectivement les années d'exercice, vous pouvez même faire 2019 puisque aujourd'hui on est en 2019. Donc là le nombre de cadres, entendez cadre, l'encadrement, c'est-à-dire que même si c'est un gérant non salarié, il fait partie des cadres, hein, bien entendu. Et puis en dessous, donc vous préciserez quel est l'effectif moyen annuel de l'entreprise, donc sur les 3 derniers exercices. Alors, vous pouvez faire 2018, 2017, 2016, hein, là je mets 2019, mais après, voilà, si vous faites juste l'exercice précédent, il n'y a pas de souci. Donc, description de l'outillage, la part du marché que vous allez sous-traiter, et est-ce que vous avez des attestations d'organismes justifiant de votre qualité, par exemple sur le marché de la formation, on peut parler du Datadoc, sur d'autres types de marchés, donc vous pouvez avoir autre chose. Et si vous mettez non, c'est-à-dire que vous n'avez pas de certificat, vous pouvez expliquer que c'est une gestion de la qualité en interne, par exemple, ou autre. Une fois que vous avez tout rempli, donc je vous rappelle que vous le ferez une seule fois, hein, après il n'y aura plus besoin de le faire, donc c'est vrai que ça va vous prendre peut-être un petit peu de temps. Une fois que vous aurez tout rempli, vous déclarez sur l'honneur que tout ce que vous avez écrit est correct, puisqu'on est bien sur un document déclaratif, et vous allez finaliser votre DUM pour générer donc un fichier. Puisque le DUM en fait n'est valable qu'en version numérique. Hein. Vous n'allez pas faire de DUM papier, de toute façon maintenant il n'y a plus de réponse papier, donc il n'y a pas de risque. Donc ici, on nous dit qu'on vient bien de créer notre DUM avec une référence, avec un nom un peu bizarre, et on peut le télécharger. Je peux le télécharger seulement en XML, ça c'est le minimum, puisque c'est bien le XML que je vais devoir donner à l'acheteur, déposer à l'acheteur sur la plateforme de Démat. Je peux le télécharger aussi en XML plus PDF, et ça c'est ce que je vais faire, parce qu'en fait, le PDF va me servir à vérifier, à vérifier les informations que j'ai mis. Tout simplement parce que le XML sera illisible directement. Là, je vous montre. Hop. Si j'ouvre le XML, je vais avoir ça. Donc, je ne peux pas vérifier ce que j'ai mis. Par contre, si j'ouvre le PDF, je vais... Alors, ça n'a pas d'autre valeur que de copie. Hein, vous voyez, c'est bien marqué. Mais par contre, ça me permet de vérifier que l'ensemble des informations que j'ai indiquées dedans sont bien exactes. Ça me permet de le garder, on va dire, en archive. Alors, là, après, une fois que j'ai fait ça, je récupère mon XML, je me le mets dans mon enveloppe candidature et je peux donc répondre à l'appel d'offres avec ce document. Je vais sortir le XML du zip et donc je le sors et je le joins à mon offre. La fois d'après, je souhaite répondre de la même façon à un appel d'offres avec un DUM. Donc, je reviens donc sur ma page du Chorus, et je vais récupérer ce que j'ai déjà fait la dernière fois pour pouvoir gagner du temps.
Donc je vais sur ma plateforme, je me connecte en tant qu'entreprise et je vais ici non pas créer un DUM mais réutiliser un DUM. Et en cliquant ici, tout simplement, ça m'amène sur ma page sur mon ordinateur et je vais aller chercher le XML que j'ai créé la fois d'avant. Je clique sur suivant. Et là, en fait, toutes les informations que j'ai mises sur le DUM précédent vont être récupérées dans le DUM. Donc, vous voyez que j'ai bien test@prox. Donc là, évidemment, si c'est un autre acheteur, je vais le changer. Alors ici, ça n'a pas été gardé. Il faudra que je reprécise quel est le type de marché sur lequel je me positionne. Et ici, donc, je change la description du marché. Mais tout ce que j'ai mis derrière, ça sera conservé. Donc après, finalement, je n'ai plus rien à faire, sauf si je veux modifier des infos, hein, qu'on soit bien d'accord. Je vais continuer, donc là, donc tout ce que j'ai mis ici, c'est gardé. Vous voyez que la date de naissance que j'ai complétée tout à l'heure a été gardée. Je clique sur suivant, et en fait, là, je vais cliquer sur suivant jusqu'à la fin, jusqu'à ce que ça me génère un nouveau fichier XML, et c'est ce nouveau fichier XML que je vais déposer dans mon enveloppe virtuelle de candidature sur la plateforme de Démat, et je pourrai indéfiniment réutiliser le formulaire DUM que j'aurais créé préalablement. Alors, voilà pour le DUM, si vous voulez l'utiliser. Donc aujourd'hui, le DUM est quand même relativement rentré dans les mœurs. Donc vous pouvez faire le choix, vous avez le choix encore aujourd'hui de faire DC1, DC2 ou DUM. L'acheteur ne peut pas vous l'imposer. Mais sachez qu'à terme, à quel terme on ne sait pas, je pense plus ou moins court terme, il n'y aura plus que le DUM qui sera valable. Donc commencez à prendre l'habitude de l'utiliser. Et encore une fois qu'il est fait une fois, il n'a plus besoin d'être refait. Donc ça peut être intéressant. Alors, concernant les attestations qui vous sont demandées, c'est vrai que souvent on vous demande de produire des attestations de régularité fiscale, sociale, etc. Alors, encore une fois, normalement, si vous produisez un DUM, l'acheteur va venir les récupérer directement, mais pas toujours. Donc, il est possible que il vous les demande. Vous n'êtes pas censé les produire au moment du dépôt de votre offre, tout simplement parce que souvent, ça n'est pas demandé. Et même si c'est demandé, alors si c'est demandé, évidemment, vous les produisez, mais comme ces attestations sont valables 3 mois ou 6 mois, il y a de fortes chances qu'au moment où vous êtes attributaire, vous serez attributaire, ces attestations seront obsolètes. Donc, c'est pas indispensable de courir après au moment du dépôt. C'est vrai que ça peut rassurer l'acheteur. Si vous les avez, vous les mettez, mais c'est pas obligatoire. À savoir que les attestations qu'on vous demande, c'est l'attestation comme quoi vous êtes à jour du paiement de vos impôts professionnels, personnels, si vous êtes en entreprise individuelle, et TVA si vous êtes assujetti à la TVA. Et puis, l'attestation URSSAF décrivant que vous êtes à jour de vos cotisations en termes de cotisations sociales. Dans certains métiers, comme les marchés de travaux par exemple, on vous demandera aussi l'attestation comme quoi vous êtes à jour de vos cotisations auprès de la caisse des congés payés. Ça fait partie des cotisations obligatoires. Donc, pour l'URSSAF et pour les impôts, et probablement pour la caisse de congés payés, en fait, vous avez juste à vous connecter sur vos comptes en ligne, sur impôts.gouv.fr. Alors, si vous n'avez pas, il faut demander à l'expert comptable gestionnaire de l'entreprise qui, lui, a forcément le compte fiscal, puisqu'aujourd'hui, toutes les déclarations sont faites via ce compte fiscal. Donc, impôt sur le revenu si c'est une entreprise individuelle, impôt sur les sociétés, donc si c'est une entreprise à proprement dit, et TVA si c'est assujetti à la TVA. Donc vous allez récupérer une attestation de régularité fiscale. Concernant l'URSSAF, c'est pareil, vous pouvez récupérer, donc RSI n'existe plus, mais sur l'URSSAF, sur votre compte en ligne, vous demandez donc la délivrance d'une attestation de vigilance, et elle vous est instantanément donc générée sur votre compte URSSAF, vous pouvez la récupérer. Donc toutes ces attestations sont valables 6 mois et probablement que l'acheteur va vous les demander tout au long du marché, donc tous les 6 mois. Alors après, donc là on est sur tout ce qui est administratif, donc on a fait le tour de ce qui était administratif, DC1, DC2 ou DUM, plus éventuellement des informations complémentaires que je vous propose de présenter à travers donc un document qui est vraiment
selon votre choix, hein. C'est vraiment une possibilité, c'est pas une obligation. D'ailleurs, vous ne verrez jamais ou quasiment jamais dans les règlements de consultation qu'on vous demande un document complémentaire précisant certaines informations. Mais moi, je vous le conseille pour donner une forme un peu plus commerciale à votre offre, donc en complément des pièces purement administratives. Si vous décidez de faire ce dossier, vous allez y mettre donc un petit historique de la société. Vous allez faire un focus sur les qualifications, les certifications et autres habilitations d'entreprise. Vous pouvez éventuellement faire un petit argumentaire sur le chiffre d'affaires précisant par exemple le résultat net de l'entreprise en plus du chiffre d'affaires, précisant certaines infos dans la mesure où elles sont vendeuses bien entendu. Si le chiffre d'affaires a tendance à décliner, c'est peut-être pas la peine de faire tout un chapitre sur le chiffre d'affaires. Après, donc un chapitre sur l'évolution des effectifs et la part d'encadrement, ou pas, puisque sur le DUM, vous avez vu qu'on pouvait mettre les infos, mais sur le DC2, on ne peut pas le mettre, donc après, ça dépend de ce que vous utilisez. Pour l'équipement technique, de la même façon, vous pouvez mettre les infos brutes dans le DUM. Dans le DC2, on ne peut rien mettre. Donc après, si vous voulez argumenter sur des éléments techniques en votre possession qui sont plutôt un atout concurrentiel, n'hésitez pas à en parler dans ce document. Et puis, bien entendu, vous mettrez vos références avec potentiellement, à l'appui de vos références, d'autres éléments comme par exemple des certificats de capacité, donc des attestations de vos clients justifiant de la qualité de vos prestations. Ce que je vous conseille, si vous faites un document comme ça, c'est vraiment un document qui va servir à véhiculer l'image de votre entreprise. Donc, utilisez les codes couleurs de votre société. S'il y a un logo, donc essayez de faire quelque chose de plutôt cohérent et évitez sur chaque marché de changer les codes couleurs, de changer l'identité de l'entreprise. Puisque quelque part, finalement, on va jouer sur un système de reconnaissance et vous allez répondre à un marché, 2 marchés, 3 marchés avec le même dossier et à la fin, donc, on va finir par avoir vraiment une reconnaissance de votre entreprise à travers son logo et l'identité graphique. Ce document, il a vraiment pour vocation de donner des informations complémentaires, mais de façon hyper factuelle. Ça veut dire que évitez de vous perdre en littérature avec un chapitre d'une page et demie sur l'historique de la société. À la limite, vous mettez 2-3 phrases et après les dates clés en gras ou à travers un graphique. Faites quelque chose de très visuel, de très synthétique. N'hésitez pas à utiliser des photos des locaux, des photos de votre outillage, mettez des tableaux, des graphiques. S'il y a une démarche responsable en termes environnemental ou en termes social ou sociétal, n'hésitez pas à le mettre en avant aussi. Et d'une façon générale, vous allez mettre dans ce document tout ce qui participe à la valorisation de votre entreprise. C'est un peu un site internet en version papier. Si vous avez des articles de presse, n'hésitez pas à les mettre dans ce document. Tout ce qui va permettre de rassurer l'acheteur quand il va ouvrir votre enveloppe et ce qui va lui donner envie de lire tout simplement votre offre. Voilà, donc si vous décidez de faire ça, vous le ferez de cette façon. Et sinon, vous pouvez à minima, en tout cas, mettre un tableau de référence avec des attestations clients. Je pense que ça peut être tout à fait intéressant. Voilà pour cette thématique donc de la candidature. N'ayez pas peur de vous tromper, on va dire, sur la candidature. Bien sûr, il vaut mieux éviter, mais dites-vous bien que tout ce que vous mettez dans la candidature, c'est déclaratif, ça n'est pas contractuel. Donc, sans mentir, si vous faites une petite erreur, normalement, l'acheteur ne va pas vous en tenir rigueur et potentiellement, si vous avez oublié de donner une information, il va vous demander de régulariser en transmettant plus tard cette information. Par contre, c'est vrai que c'est une possibilité de l'acheteur, ça n'est pas une obligation. Donc, évitez quand même, soyez bien attentifs au règlement de la consultation. Ce que je pourrais vous donner comme conseil, c'est d'éviter d'en mettre trop. Souvent, le travers des entreprises, quand elles répondent à un marché, c'est dans la candidature. Elles ont un dossier de candidature type, avec tous les documents que potentiellement on pourrait lui demander un jour et elle met tout. L'acheteur, lui, il va avoir besoin de l'essentiel. S'il vous demande 3 documents, n'en mettez pas 5. C'est pas grave dans le sens où vous ne serez pas éliminé.
mais ça leur plaît pas trop. Ça va pas valoriser donc votre image. L'idée, c'est de bien lire le règlement de consultation et d'être hyper concis et surtout d'être très attentif et de ne produire que les documents qui vous sont demandés. Si vous avez le moindre doute, surtout n'hésitez pas à poser la question à l'acheteur. Vous vous connectez sur la plateforme de Démat et vous pensez bien donc à demander une précision. Est-ce que vous acceptez que je candidate avec un DUM, si ça n'est pas marqué par exemple? Est-ce que je dois vous produire mon attestation d'assurance? N'hésitez pas à poser des questions à l'acheteur si un jour vous avez un doute. Voilà, donc c'est terminé pour cette session, en espérant donc tout soit clair. Donc n'hésitez pas à consulter les notices donc, qui sont à votre disposition sur le site de la DAJ. Et donc vous avez vu aussi que sur le site de la DAJ, je vais revenir dessus pour vous le montrer, il y avait un onglet qui s'appelait DUM où on vous réexplique un petit peu aussi l'utilisation du DUM. Alors DAJ, non c'est pas là qu'il faut que j'aille, hop je vais aller là. DAJ. Donc, dans commande publique, les formulaires, il y avait les formulaires DC1, DC2, mais il y a aussi les formulaires DUM. Alors, pour le compléter, passez plutôt par Chorus Pro, mais ici, vous pourrez avoir aussi quelques informations complémentaires sur le DUM. Et n'hésitez pas de temps en temps à aller consulter ce site, puisque il y a les dernières informations, les dernières réglementations de la commande publique. Voilà, donc là, on vous fait un petit film d'explication sur le DUM. Et on vous explique, on vous réexplique comment cela fonctionne. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et puis rendez-vous sur la prochaine session. Bonne journée.